Christelle Chantreau-Béchouche, bonjour. Bonjour. Bon, on va expliquer à nos téléspectateurs que vous deviez être avec nous sur ce plateau. Et puis, Ouais. à la maison, un enfant malade. Et hop, vous êtes resté à côté de lui et vous avez eu évidemment raison, Merci. Christelle. Christelle, Non, vous non, avez merci. écrit ce livre, le manuel de survie pour les parents et les profs, pour ceux qui vivent au quotidien les troubles du langage et des apprentissages. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais que vous nous parliez de vous. Vous êtes doublement concerné par ce problème, vous Ouais. et vos enfants, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Moi, je suis dysgraphique. Je suis toujours dysgraphique et auteur, scénariste, ce qui prouve qu'effectivement, on peut, c'est pas parce qu'on est 10 qu'on ne peut pas réussir, d'autant plus que, voilà, moi, j'ai réussi dans l'écriture, enfin, je travaille dans l'écriture et j'étais dysgraphique. Je le suis toujours. Et mes enfants sont tous les trois 10, avec un haut potentiel et donc aussi j'ai un hyperactif aussi, ce qu'on appelle le trouble TDAH. Alors forcément, ça fait de vous quelqu'un de bien placé pour nous parler de ces problèmes-là. Est-ce que, et ce sera une belle introduction, vous trouvez que Ouais. nos regards de personnes qui ne sont pas atteintes de ces troubles-là changent? Est-ce que vous trouvez que la société change et accompagne de mieux en mieux les familles, ceux qui vivent cela au quotidien? La société en elle-même commence à changer effectivement parce que l'État met des choses en place à l'école. Oui. C'est progressif, tous les enseignants ne sont pas formés, donc les enseignants qui arrivent commencent à l'être, mais les anciens qui ont encore quelques années à faire avec les élèves ne le sont pas forcément. Par Donc c'est manque de vrai que c'est formation. encore... ouais, voilà, il y a un gros manque de formation encore. Et puis c'est tellement varié, il y a tellement de choses. Bien sûr. Pour les enseignants, c'est aussi beaucoup de choses à comprendre parce Ah oui. qu'on ne s'impose pas, même pour un parent, hein, c'est catastrophique aussi. Quand on apprend que son enfant a un trouble des apprentissages ou même plusieurs, on est complètement dépassé, on entre dans un monde qu'on ne connaît pas en fait. Voilà, on ne sait Et pas où c'est pour on ça que est. c'est pour ça que ce manuel est extrêmement bien fait. On va en parler tout au long de cette émission, évidemment. Parce que, alors moi c'est un sujet qui m'intéresse, mais j'allais dire par procuration, finalement. Et j'y ai trouvé beaucoup d'informations, des informations pratiques. Et je me suis dit, voilà un livre qui va être utile aux parents et aux profs. Vous allez nous dire pour quelles raisons. Mais pour ceux qui nous regardent, je vous propose de regarder ce qui suit. Ça va vous expliquer ce qu'est la dyslexie. C'est l'une des formes des 10, mais vous allez voir que quand vous allez comprendre ce que subissent ceux qui sont atteints de dyslexie, vous ne regarderez plus les personnes de la même manière. Ça est bon, la boulangerie. Pas de panique, la boulangerie n'existe pas encore. La petite Léa est seulement dyslexique. Le mot dyslexie vient du grec. Dys exprime une idée de difficulté et lexie veut dire la langue écrite. La dyslexie, c'est donc un trouble de l'apprentissage écrit. Et près de 5% des enfants en France sont touchés. Mais concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est une incapacité à mémoriser la forme visuelle des mots. Cela varie d'un individu à l'autre. Certains voient les lettres s'inverser au fur et à mesure de la lecture. Quelques-uns auront plutôt l'impression de percevoir des lettres incomplètes ou, comme la petite Léa, d'autres liront dans le mauvais sens et confondront un B avec un D, par exemple. Ce trouble se manifeste souvent dès le début de l'école et peut engendrer un retard dans l'apprentissage de la lecture. Mais la solution n'est certainement pas de hurler sur le petit Nicolas, car il aura beau travailler, ses difficultés ne s'effaceront pas. La prise en charge consiste principalement à se rendre chez l'orthophoniste plusieurs fois par semaine pour réapprendre à lire, avec des méthodes ludiques qui s'adapteront à l'enfant et lui redonneront peu à peu le goût de la lecture. Pour le porte-monnaie, ce n'est pas évident pour toutes les familles. Dans un centre dédié, les séances sont remboursées à 100%. Chez un professionnel, la prise en charge est de 60%. Et si vous faites appel à un psychologue ou un psychomotricien, eh bien, c'est pour votre pomme. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter. La dyslexie n'est pas une fatalité. Et vous l'avez déjà compris, il y a des outils qui sont mis en place pour aider les familles. Et parmi ces outils, il y a évidemment le guide de Christelle. Comment on repère, comment on dépiste les 10, Christelle? Alors au début, ça commence vraiment. Alors par exemple,
Bon, parce que c'est vraiment, il y a plusieurs dys. Donc il y a par exemple la dyslexie, ça se repère quand on apprend évidemment la lecture, mais la dysgraphie, on peut le repérer par exemple quand on commence à dessiner. Les dessins sont pauvres, vous savez, le fameux petit bonhomme qu'on fait, voilà, Tout il y a des simple. petits doutes autour du petit bonhomme à 3-4 ans, les parents commencent à stresser, pourquoi il fait pas un beau petit bonhomme, et puis on compare aussi beaucoup aux autres enfants. Et c'est là que le malaise pour les parents commence à s'installer. Il y a un petit, voilà, il y a une pression en fait parentale. Mon enfant n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dessine mal? Et puis progressivement, les enseignants commencent à vous alerter. Alors vous êtes toujours un petit peu, vous êtes le dernier aussi. Moi, ça c'est quelque chose que j'avais remarqué, c'est que j'étais toujours la dernière à parler avec l'enseignante pour essayer de comprendre. Et puis on voit les autres parents partir et nous on est toujours là à essayer de parler avec l'enseignant et c'est toujours, voilà, on est toujours. Et puis après au collège on frôle les murs, on veut plus les voir parce qu'ils sont derrière vous à vous harceler ou alors c'est vous qui essayez d'harceler les enseignants pour qu'ils puissent mettre des choses en place. C'est vraiment un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant pour ceux qui sont atteints de 10, c'est un parcours du combattant pour les parents. Et est-ce que des choses sont mises en place pour vous aider? Vous avez 3 enfants qui sont concernés, vous-même avez été concerné. Est-ce que finalement, vous aviez un peu d'avance sur d'autres parents ou est-ce que c'est encore plus compliqué parce que vous savez ce qui attend vos enfants comme obstacle dans la vie de tous les jours? Alors les obstacles, en tout cas je fais tout et j'ai tout fait pour pas qu'ils en aient et surtout pour les mettre vraiment bien, leur faire comprendre qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont intelligents. C'est pas Bien parce sûr. qu'ils ont un dysfonctionnement qu'ils ne le sont pas. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment la priorité, je pense, parce on pense souvent qu'ils ont des lacunes intellectuelles, et c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment un trouble spécifique. Et pour ce qui est de mon parcours scolaire, moi ça a été une catastrophe puisque j'ai fait partie de ces élèves des années 70 qui ont été... Bon, clairement, on vous a viré de l'école voilà. en fait. Hein? Comment on vous a viré de l'école? Ah ben voilà, à 14 ans. Ouais. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai été virée, on m'a mis en CAP, dans un CAP qui m'intéressait pas du tout. Et voilà, c'était catastrophique. Après, il se passe quoi, évidemment, Christelle? Après, c'est quoi? C'est une descente aux enfers? Une C'est quitte à être différent, je vais être marginal? Ouais, je suis marginale puisqu'on vous le dit que vous l'êtes. Donc voilà, on vous dit vous êtes un marginal, vous êtes un nul, vous êtes un cancre, vous êtes un bon à rien. Enfin, vous imaginez tout ce qu'on peut vous mettre dans la tête dans ces moments-là. Et donc il y a une rupture sociale, il y a un fossé entre vous et la société qui s'installe. Et c'est justement ce que moi j'ai refusé pour mon fils quand j'ai découvert qu'il avait les mêmes lacunes que moi. Alors il a 21 ans. Alors en plus moi je peux voir parce que mon fils a 21 ans, 22 même maintenant, il a 22. Et Vous avez 3 enfants, 22, 17 et voilà. 7. Hein. Exactement. Et en fait, la petite dernière qui a 7 ans, mais je vois la différence entre l'aînée et elle. Mais si vous voulez, c'est toujours un petit peu chaotique. Ça l'est moins que pour mon fils où j'ai vraiment dû me battre pour qu'il ait un ordinateur, une secrétaire à l'école. Enfin, ça a été un vrai combat avec des personnes en face de moi qui voulaient rien entendre et qui voulaient mettre en BEP, enfin en CAP. Eh oui. Alors, maçonnerie, il est pas du tout. Aujourd'hui, il fait des études de biologie. c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, alors, première leçon, et Christelle l'explique tellement bien dans ce guide-là, ne rien lâcher. Si vous êtes des parents, des grands-parents inquiets, ne lâchez rien. Pour vous d'abord, pour vos enfants ensuite. Il existe des solutions qui sont mises en place, Christelle. On va en parler, mais auparavant, on a reçu une question. Je suis certain que vous allez pouvoir apporter votre témoignage et une forme de réponse. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Natacha, j'ai 40 ans, j'habite dans les Landes du côté de Mont-de-Marsan. Ma question concerne la dyslexie. Est-ce qu'on peut détecter la dyslexie chez un enfant déjà en difficulté, sachant que l'école n'a pas détecté ça? Donc j'aurais voulu savoir quels sont les signes de la dyslexie chez un enfant qui est déjà en difficulté. Merci, bonne journée. Christelle, pour élargir la question de Natacha, au fond, Oui. vous avez déjà apporté une partie de la réponse. Il y a ce que l'on peut détecter à l'école, il y a ce que les parents voient, et puis il y a des bilans qui permettent Exactement. plus précisément de détecter les formes de 10.
Tout à fait. On doit faire plusieurs bilans en fait chez plusieurs professionnels, chez plusieurs professionnels, des thérapeutes spécialisés, et ensuite on doit aller voir un neuropédiatre ou un pédopsychiatre qui va analyser tous ces bilans et faire et préciser exactement le trouble. Moi j'aime bien faire des tests psychométriques aussi parce que ça rassure mes enfants. Au moins ils voient qu'ils ont un potentiel intellectuel normal, Oui. mais une petite défaillance. On le voit sur les courbes en fait. Bon, évidemment, tout ça, ça a un coût. Donc, mais on peut le voir, on peut les aider et surtout, il faut croire en eux parce que vraiment, ça vaut le coup. J'aime bien votre discours de maman optimiste. Christelle, Ah oui. on s'est beaucoup parlé au téléphone. J'ai envie de vous poser une question un peu Oui. plutôt un peu Mais- tabou, quoi. Pour beaucoup de parents, il y a l'accompagnement psychologique, il y a les AVS qui peuvent accompagner les parents, les enfants et les collégiens dans leur scolarité. Et puis, il y a un tabou sur les médicaments. Quel regard vous portez-vous sur l'accompagnement avec les médicaments aussi? Alors pour surtout l'hyperactivité, on donne des médicaments principalement pour l'hyperactivité. Quand c'est vraiment insupportable à la maison, qu'il y a une grosse souffrance et que l'enfant se met en danger, il y a effectivement, il peut y avoir une prise de médicaments. Quand j'ai écrit ce livre, je vais être honnête aussi, j'étais contre puisque je suis concernée par un enfant hyperactif. J'étais contre. Et puis en écrivant, j'ai interrogé des gens, j'ai mené une enquête auprès d'associations. J'ai eu Christine Guettin de l'association Hyper Super, avec qui on a beaucoup parlé, à m'expliquer que par exemple, il y avait beaucoup d'enfants hyperactifs qui prenaient des drogues par la suite, pour se détendre justement, comme le cannabis. Eh oui. Et donc voilà, il fallait éviter quand même qu'il y ait besoin de substituer justement à ce mal-être. Oui. Donc il faut vraiment faire un accompagnement complet et ne pas rester j'ai compris qu'en fait si vraiment l'enfant avait besoin d'un médicament, alors il fallait pas hésiter parce que il y a énormément de dérives par la suite, de Évidemment, délinquance, des choses évidemment. comme ça. Il Donc, y a, très prudent. dans ce guide-là, il y a énormément de conseils. Il y a des sites pour accompagner les parents, pour accompagner les profs. Il y a des sites aussi pour essayer d'avoir des activités adaptées. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs guides sur le sujet que j'ai jamais lu. C'est pas parce que vous êtes en ligne Merci avec nous, beaucoup. c'est parce qu'on a déjà parlé des 10 ici. Et je voudrais embrasser Antonin Buchou, qui est des Deux-Sèvres, qu'on avait reçu sur ce plateau, qui avait lui aussi apporté un témoignage très, très bouleversant, très émouvant. Et il nous regarde tous les jours, donc je l'embrasse. Il y a un deuxième tabou. On va juste prendre 30 secondes pour conclure là-dessus, Christelle. Oui. Les dossiers MDPH. Oui, il faut les remplir, bien sûr. Ouais, moi je trouve que c'est un passeport pour l'enfant. C'est ça. C'est malheureux à dire, mais quand vous êtes en face d'un enseignant qui n'a pas envie d'aider votre enfant, si vous avez la MDPH avec vous, l'enseignant, il suit. C'est triste, mais oui, c'est un tabou. Ça passe par là. C'est la clé dans la serrure qui ouvre des portes. Si on arrive, il y a des parents qui se battent pour avoir un dossier MDPH et qui n'y arrivent pas. Je pense aux parents d'enfants dyslexiques, parce que la dyslexie, c'est très difficile à la MDPH d'obtenir une reconnaissance handicap. Et il y a d'autres parents qui ne veulent pas parce que l'enfant est stigmatisé. Et il y a des enfants qui ne veulent pas, des adolescents notamment. Moi, j'ai ma fille qui n'a pas voulu. La deuxième, le premier, lui, n'a pas eu de problème, mais la deuxième, elle a refusé catégoriquement d'être prise pour une fille. Mais parce que 1 égale pas 1, évidemment, dans ces cas-là. Et c'est exactement ce que vous écrivez dans ce livre-là, 10 TDAH, EIP, le manuel de survie pour les parents et les profs, pour ceux qui vivent au quotidien les troubles du langage et des apprentissages. Un seul truc à retenir, vous n'êtes pas tout seul. Il existe des outils, il existe des solutions. Ne restez pas tout seul. Et puis, si vous voulez qu'on vous mette en contact avec Christelle, vous nous écrivez, vous nous téléphonez. Et Christelle, je suis sûre, a encore beaucoup de choses à partager avec vous. Bon rétablissement à la maison. Beaucoup. Et puis, bravo pour votre parcours, Christelle. Merci beaucoup.